Bien, je crois que nous pouvons commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session sur le Japon intitulée « Le Japon au-delà des mythes ». Je vais faire une brève introduction et ensuite les intervenants vont évidemment développer leurs propos de manière beaucoup plus étendue. Et à la suite de ça, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Il y a un micro qui va passer dans la salle. C'est plus vivant que les questions SMS. Et ça établit un rapport direct entre les intervenants et la salle. Donc pour introduire très brièvement à cette session, je vais d'abord rappeler une évidence. L'évidence, c'est que l'Asie a toujours fasciné les Européens et en particulier les Français, et les Français en particulier. Cette fascination, cependant, repose sur des bases un peu frêles. Elle est souvent issue d'une connaissance imparfaite, en fait, de l'histoire et de la culture des différents pays asiatiques, et elle a engendré des malentendus de la part des Occidentaux qui ont créé, autour de ces objets de connaissance nouveaux, des mythes qui sont construits autour de ça. Alors, il y en a d'innombrables, je vais simplement donner deux exemples pour introduire ce genre de mythes et de méconnaissance ou de contresens même sur la culture asiatique. Le plus persistant, c'est de croire que les pays asiatiques ont une culture et une histoire, une culture immobile, sont entre guillemets des pays immobiles dans l'histoire, et ce qui contraste fortement, ou ce qui contrasterait fortement avec les sociétés occidentales où le mouvement et le changement est quasiment permanent. Deuxième mythe, deuxième exemple, le bouddhisme. Un élément important de la culture asiatique, c'est le bouddhisme. Et ce bouddhisme a longtemps été qualifié, alors il a d'abord été très mal connu, mais même lorsque les textes fondateurs du bouddhisme ont été connus au XIXe siècle et traduits par souvent des érudits, beaucoup de philosophes, ou même des érudits eux-mêmes, ont qualifié le bouddhisme de culte du néant, de nihilisme ou de fanatisme du néant, ce qui est évidemment un contresens total. De Hegel à Nietzsche, en passant par Renan, Jules Barthélemy Saint-Hilaire, etc., etc. Donc voilà un exemple de mythe ou de jugement à l'emporte-pièce sur cette culture asiatique. Alors évidemment, la méconnaissance entraîne non seulement une certaine fascination pour ces pays, mais elle entraîne aussi de la méfiance. De la méfiance, et je vais donner deux autres exemples de cette méfiance. Au XIXe siècle, ce qui nous paraît incroyable aujourd'hui, les principaux philosophes, dont Nietzsche, mais pas simplement, pensaient que le bouddhisme constituait une menace pour la civilisation chrétienne et qu'au XXe siècle, toute l'Europe serait convertie au bouddhisme. Donc voilà encore un exemple totalement farfelu de jugement sur le bouddhisme au XIXe siècle. Deuxième exemple, cette fois-ci qui nous rapproche de notre sujet, qui est l'économie. Au niveau économique, à la fin du XIXe et au début du XXe, on commence à parler du péril jaune. C'est une expression qui naît en Allemagne, mais un journaliste économique français la reprend en 1901, Edmond Terry. C'était le directeur ou un des principaux chroniqueurs d'un principal journal économique de l'époque, qui écrit un livre qui s'appelle « Le péril jaune », où il voit effectivement le péril de la Chine et ensuite du Japon économique, un péril très grand pour l'Europe. Donc voilà ce type de mythe et de crainte ou de méconnaissance que tout ceci engendre. Alors dans cet ensemble asiatique, évidemment, le Japon tient une place de premier ordre, surtout en France. Sa culture a toujours fasciné. Il n'est qu'à voir le mouvement du japonisme à la fin du XIXe siècle, où l'influence que l'art du Japon a eue sur Claude Monet, Rodin, Georges Clemenceau, qui a fait entrer les œuvres japonaises au Louvre, et puis jusqu'à aujourd'hui, alors sans parler d'Edmond de Goncourt, et puis jusqu'à aujourd'hui, où on a
encore une très forte influence à travers le cinéma, les mangas, et puis il n'est qu'à voir cette exposition annuelle, Japan Expo, à Villepinte, tous les ans, qui illustre bien encore cette fascination du Japon, y compris sur la jeunesse actuelle. Alors pourtant, l'histoire du Japon a été mal comprise, et notamment le passage du Japon à l'ère moderne, et qui est souvent conçu dans les comptes rendus, dans les histoires, comme un processus d'imitation imposé de l'extérieur à un Japon qui aurait été immobile de tout temps et qui n'en voulait pas vraiment. Donc ça, c'est un premier thème. Et ensuite, son économie, également, a été redoutée. Son économie a été redoutée, soit en raison du succès rapide de son économie dans les années 60-70, où il y avait, évidemment, on parle alors du premier miracle économique asiatique, c'était le premier pays dont on a pu dire qu'il y avait un miracle économique, et qui inquiétait aussi les économies occidentales, en Europe et aux États-Unis. Et puis, on le redoute aussi maintenant pour une autre raison. À partir de la crise des années 90, on redoute de subir le même sort, c'est-à-dire une supposée stagnation qui dure depuis presque 30 ans. Donc c'est autour de ces principaux thèmes, à la fois le thème culturel et le thème de l'histoire et de la modernisation du Japon, et le thème de l'économie, de l'état actuel de l'économie japonaise, que vont s'articuler les interventions suivantes. Alors je vais nommer effectivement par ordre d'intervention. Tout d'abord, Pierre-François Souiri, qui est professeur à l'Université de Genève, va nous parler de la proto-modernisation du Japon. Pierre-François Souiri a publié en 2009 une nouvelle histoire du Japon et vient de publier un livre, Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d'aujourd'hui, en 2016, qui a eu le prix du livre d'histoire du Sénat et le prix Guizot de l'Académie française. Ensuite, Sébastien Le Chevalier nous parlera de la transformation du capitalisme japonais. Il a publié sous ce titre un ouvrage en 2011 et il vient de publier l'année dernière avec Brieux-Montfort Leçons de l'expérience japonaise. Enfin, nous terminerons avec Adrienne Sala. Alors, Sébastien Le Chevalier est à l'École des hautes études en sciences sociales, Adrienne Sala à l'Institut d'Asie orientale à l'École normale supérieure de Lyon, a soutenu sa thèse en 2016 sur le thème de la réglementation du prêt personnel au Japon, une économie politique historique, et elle nous parlera du consensus social ou du nouveau pacte social au Japon. Tout ceci, ces trois interventions reflètent la nouvelle recherche sur le Japon. Cette nouvelle recherche qui, au plus près de l'histoire japonaise et des documents japonais, essaie justement de détruire certains mythes que l'on peut avoir autour de la culture et de l'économie japonaise. Donc le premier intervenant serait Pierre-François. Merci, Monsieur le Président. De combien de temps je dispose exactement ? Une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. Voilà, moi j'ai choisi, bon je suis historien, je ne suis pas économiste, donc j'ai choisi de vous montrer, puisque les historiens sont des gens pas très sérieux, de belles images au lieu de vous montrer des statistiques et des tableaux. Donc je vais commenter ces images, puisque j'ai peu de temps pour parler. Je voulais simplement vous dire une chose, pour commencer. La première, enfin cette chose-là, c'est que contrairement à ce que nous croyons, l'hypothèse désormais la plus acceptée par les historiens de l'économie, c'est que le Japon a connu un développement sur la longue durée qui a largement précédé l'arrivée massive des Occidentaux au milieu du XIXe siècle au Japon, et que la réussite, entre guillemets, le succès de l'économie japonaise à la fin du XIXe, symbolisé par la victoire militaire du Japon sur la Russie en 1905, ne peut pas être expliqué uniquement en termes de ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire de copie ou d'imitation. On se demande bien pourquoi les Japonais seraient plus à même que les autres de copier ou d'imiter. Est-ce que c'est dans leur gène ? Est-ce que c'est d'où ça vient tout ça ?
Alors, l'hypothèse la plus fréquemment assumée, c'est que le Japon a connu un processus, sinon de modernisation, du moins de pré-modernisation, qui a largement précédé donc la révolution industrielle au XIXe siècle. Ça, c'est la première chose, et c'est ça que je vais essayer de développer dans le peu de temps qui m'est imparti. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'après la restauration Meiji, c'est-à-dire après la mise en place d'un État-nation, finalement, qui se construit petit à petit dans les années 1870-1880, on assiste, dans le cadre de la société japonaise, à une floraison d'associations de type divers qui, tout simplement, prennent la parole. C'est-à-dire qu'on assiste, alors que l'on sort d'une société féodale, à une véritable prise de parole par l'opinion publique, création d'une opinion publique, qui se traduira notamment dans les années 1880 par un mouvement pour la liberté et les droits du peuple, qui va finalement poser les bases de ce que pourrait être une démocratie dans la société japonaise. Cette chose-là n'est pas un épiphénomène, parce qu'il va y avoir dans la société japonaise, à partir des années 1880, tout un débat sur qu'est-ce que c'est que la démocratie. Et lorsque les Américains, en 1945, imposent, entre guillemets, à la suite de 2 bombardements nucléaires, la démocratie au Japon, ils sont tous étonnés eux-mêmes de voir que ça marche. Et ça marche parce qu'évidemment, ça a commencé avant eux, au sein même de la société japonaise. Et George W. Bush en Irak, il a dit si ça marchait au Japon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Irak. Donc quand il a envahi l'Irak avec ses armées, il a pensé qu'il allait instaurer un régime démocratique en Irak, et ça n'a pas marché. Pourquoi ? C'est une des choses que je développe dans mon bouquin, mais c'est parce qu'il faut prendre l'histoire sur la longue durée pour comprendre la réalité des phénomènes. La troisième chose que je voulais dire, c'est que si le Japon a réussi en grande partie son décollage économique à la fin du XIXe siècle, c'est parce qu'il pense en catégorie chinoise jusqu'au plus profond de la population, et non pas en catégorie occidentale. C'est un peu paradoxal. Malheureusement, je n'aurai pas le temps d'expliquer. Si vous avez 1 ou 2 questions là-dessus, je peux vous répondre. Mais c'est tout à fait intéressant de voir que le Japon n'a jamais été autant chinois que dans les années 1850, au moment où arrivent les Américains. Et que la plupart des dirigeants japonais qui vont créer l'État-nation, qui vont poser les bases de la révolution industrielle dans les toutes dernières années du XIXe siècle, pensent fondamentalement dans leur tête, non pas à travers les catégories occidentales qu'ils ont apprises sur le tard, quand ils les ont apprises, mais en catégorie chinoise. Bien. Alors, ces 3 choses ayant été dites, je vais... alors, ça marche comme ça, là ? Oui. Donc, la première chose que je voulais dire, je vais énumérer un certain nombre de phénomènes qui sont, qui sont des phénomènes liés à l'existence même de cette société qu'on appelle la société d'Edo, l'époque d'Edo. Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo, la capitale du Japon aujourd'hui. Et la période qui va du début du XVIIe au milieu du XIXe siècle est appelée l'époque d'Edo ou l'époque des Tokugawa. Je n'ai pas le temps de développer, donc je vais aller un peu vite et puis vous me poserez des questions si vous voulez. Cette première chose qu'il faut quand même remarquer, c'est que c'est une société largement urbaine. Il n'y avait pratiquement pas de ville au Japon, en tout cas pas de grande ville au Japon au XVIe siècle. Il y en a une bonne dizaine au XVIIIe qui compte plus de 50 000 habitants. Tokyo, enfin Edo, en compte déjà à peu près 1 million, ou un peu plus même, au début du XVIIIe siècle. Edo était un village au XVIe siècle. C'est donc une progression absolument extraordinaire. Le Japon connaît donc une société urbaine, en même temps une société consumériste, ou en tout cas un début de société de consommation qui est caractérisée par une économie d'échange, ce que certains historiens japonais appellent une société économique. Voici donc, pour montrer cela, vous avez ici, donc l'Ayodo, c'est la rivière, une des rivières qui traverse Osaka. Là, on est au milieu du XVIIIe à peu près. C'est une représentation donc, de ces fameuses estampes japonaises. Et vous voyez donc une activité portuaire considérable, avec 2 types de bateaux au premier plan sur la rivière des barques, qui évidemment descendent l'Ayodo, et puis plus au fond, on voit des bateaux de plus fort tonnage. Alors, à l'époque, les Japonais ne se lançaient pas sur les mers, puisque c'était interdit, mais ces bateaux de fort tonnage permettaient de faire le tour du Japon, c'est-à-dire d'intégrer l'économie japonaise
grâce à ces circuits. Il faut savoir que dès la fin du XVIIe siècle, vous pouvez aller sur le port d'Osaka, prendre un ticket, monter sur un bateau et aller à Edo ou à Nagasaki ou ailleurs. Il y a donc des lignes disons, de bateaux qui sont instituées avec des horaires relativement fixes, enfin un petit peu mobiles à cause des marées, mais qui sont relativement fixes. On savait qu'il y avait un bateau du matin, un bateau du soir, etc. Donc sur les rives de la Yodo, vous pouvez constater, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mieux que moi, sur toutes ces maisons blanches là sont des hangars en réalité. Hein. C'est des hangars de commerçants japonais qui stockent le riz parce que Osaka était la grande bourse au riz du Japon. C'était en fait le centre de l'économie japonaise. Hein. On appelait ça la cuisine de l'Empire. Et sur ces hangars, on voit donc soit des caractères, des sinogrammes comme ici, soit des signes comme ça, qui sont en fait les logos des grandes maisons de commerce du Japon. Chaque maison de commerce a son logo, en quelque sorte, et donc est reconnaissable en tant que tel. En 1673 apparaît la maison Echigoya. La boutique plutôt Echigoya. Cette boutique Echigoya est assez intéressante parce que c'est la première fois qu'est instaurée au Japon une grande boutique, on pourrait presque dire un grand magasin, qui s'appelle donc Echigoya et qui est une émanation de la maison Mitsui. Je pense que Mitsui, vous connaissez tous le nom. C'est une des grandes maisons de commerce des japonaises, évidemment. Son nom est associé à des épisodes moins rigolos pendant la première moitié du XXe siècle. Enfin, elle existe toujours. Et elle a été fondée dans ces années-là, en 1670. Donc la fondation, enfin, les premières bases du capitalisme japonais ne remontent pas, comme on pourrait le croire, au XIXe siècle, mais sont bien plus antérieures, bien plus anciennes. Alors là, si vous regardez un petit peu cette image, vous avez donc d'abord une construction. Donc voilà, donc c'est donc un hall en quelque sorte qui a été construit donc, sur une hauteur assez élevée, qui permet donc à cette maison Echigoya, qui est située dans la ville basse d'Edo, donc, de vendre des tissus, des kimonos. Et on voit très bien plusieurs choses qui sont intéressantes. D'abord le fait que c'est éclairé, le fait qu'il y a des commis qui sont préposés donc, à la vente auprès des clients. On leur montre donc les tissus sur des tatamis qui sont installés là. On voit que les tissus sont rangés dans des sortes de tiroirs. Et puis en haut, bien sûr, des publicités pour les kimonos ou les ranten, c'est-à-dire les sortes de vestes hein, à la japonaise. Cette maison Echigoya a continué, hein, ça existe toujours. Il y a un magasin que vous connaissez peut-être à Paris, du côté du quartier de l'Opéra, qui s'appelle Mitsukoshi, c'est la maison Echigoya. Donc tout ça n'est pas neuf. Voici maintenant autre chose qui n'a rien à voir. C'est une jolie femme. Alors, cette jolie femme, du premier coup d'œil, on voit que c'est on va dire une dame galante. Dans les quartiers de plaisir, il y en avait beaucoup à Edo et à Osaka et à Kyoto et ailleurs. Cette dame galante, c'était des prostituées, mais pas que des prostituées. C'est plus compliqué que ça. C'est pas encore des geishas. Mais cette dame galante est une star de l'époque, car c'est une société où existent des stars, le Japon de cette époque-là. Cette femme est une star. Elle est connue comme telle. On sait que c'est une prostituée pour plusieurs choses, parce que d'abord elle a un peigne. Ah, mais c'est là, oui. Un peigne dans les cheveux. Enfin, c'est un signe les femmes de bonne famille ne portaient pas de peigne dans les cheveux. Ensuite, elle a un kimono avec une ceinture, un obi, qui, au lieu d'être installé derrière elle, est installé devant. Mais ce qui m'intéresse dans cette peinture, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez l'idée de ce que c'est. C'est en haut à droite, hein, de façon un peu décalée, comme planant en l'air, un tonneau de saké. Qu'est-ce que vient faire un tonneau de saké sur cette estampe ? Eh bien, c'est exactement le même phénomène que les jolies filles qui présentent les voitures de luxe au salon de Genève ou au salon de Francfort. C'est-à-dire qu'on regarde la fille qui est censée vous vanter en quelque sorte la qualité du saké. Et évidemment, c'est une estampe
Donc c'est une peinture reproduite à plusieurs centaines d'exemplaires. C'est une estampe. Et donc, le commanditaire de l'estampe, à votre avis, qui c'est? Eh bien, évidemment, c'est le fabricant de saké. C'est donc une publicité, en réalité. Une publicité avec une fille qui est là pour, en quelque sorte, vanter la qualité du produit et donner envie, donner le désir aux consommateurs de consommer ce saké-là et pas un autre. Et ce saké-là, on le reconnaît parce que précisément, il y a un logo justement sur le saké qui indique de quelle brasserie il s'agit. Le Japon est également à cette époque-là une société de loisirs qui se développe de façon massive. Là, vous avez deux représentations. À gauche, j'espère que vous la voyez bien, un théâtre kabuki. Il y avait des théâtres partout dans la ville, dans les grandes villes du Japon, qui attiraient chaque jour des centaines, voire des milliers de spectateurs. Et on a également sur la droite, donc, vous avez donc un tournoi de sumo qui, lui aussi, c'est l'émergence en quelque sorte du phénomène du sport, avec des stars, ces grands lutteurs de sumo de l'époque ont leur nom connu, on les connaît bien, on les identifie. De même d'ailleurs que les grands acteurs de kabuki, qui sont attendus après la représentation par des gens qui viennent non pas leur demander des selfies, mais leur glisser un billet ou une petite pièce dans la poche de leur kimono. Donc on a une véritable société de loisirs. Là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais on pourrait multiplier les exemples de la même façon. On a une société aussi avec un développement d'un travail artisanal extrêmement précis, avec une hiérarchie au sein des échoppes d'artisans. Il faut savoir que dans certains cas, notamment à Edo, il y avait une spécialisation des artisans qui était extrêmement poussée dès le XVIIe, XVIIIe siècle. Et il faut savoir que les grands maîtres artisans possédaient pour certains d'entre eux des dizaines, voire des dizaines d'apprentis, et que, objectivement, ces échoppes d'artisans jouaient le rôle d'instituts technologiques, de formation de nouveaux artisans qui, à leur tour, imitant le maître, allaient se lancer à leur tour, peut-être, dans le commerce, ou en tout cas, continuer dans la maison du maître. Et puis, cet artisanat de pointe commence à développer des machines de plus en plus complexes. Alors, il s'agit toujours de machines fondées sur la technologie du bois. Il n'y a pas encore de machines avec du fer, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, il pourrait y en avoir. Mais là, vous avez, typique de cette époque aussi, l'introduction donc, du métier à tisser, de métiers à tisser de plus en plus importants, capable de tisser de grandes quantités en quelques heures. Et là, on voit très bien, il s'agit d'un travail féminin. C'est souvent d'ailleurs des femmes de samouraïs tombées plus ou moins dans la misère qui faisaient ce genre de travaux. On a donc émergence, à partir de 1820, de manufactures, de petites usines en quelque sorte, où travaillent des gens qui étaient autrefois des paysans, mais qui désormais sont, on peut les appeler, des prolétaires. Donc, le développement d'un capitalisme industriel au Japon naît dans les années 1820, dans la banlieue d'Osaka notamment, puis se répand petit à petit, très lentement, mais petit à petit. Et ces phénomènes d'apparition, en quelque sorte, de petites usines, de grosses manufactures, est tout à fait typique de cette époque, au point qu'un historien japonais, qui s'appelle Hayami Akira, a inventé le concept de révolution industrieuse qui aurait précédé la révolution industrielle ayant commencé, dans le cas du Japon, dans la seconde moitié du XVIIIe et s'étant développée dans la première moitié du XIXe, c'est-à-dire à peu près, dans le même temps que la plupart des sociétés qu'on appelle en Occident, non pas ayant connu une révolution industrieuse, mais ayant connu un phénomène de proto-industrialisation. C'est le mot qui a été retenu par les Occidentaux. C'est moins joli que révolution industrielle, mais enfin c'est comme ça. La proto-industrialisation se repère très nettement dans l'Italie du Nord, dans la vallée du Rhin, dans les Flandres, dans les Midlands, à Paris, à Lyon, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Donc on a là une concomitance de temporalité qui est tout à fait étonnante, à mon sens. Vous avez également apparition d'un début de critique sociale, alors théorique, limité parce que la répression, la censure est évidemment très forte dans la société d'Edo, mais quand même quelque chose qui... alors je ne sais pas si vous voyez bien, il faut comprendre comment on lit ce genre d'estampes. Vous avez ici, à gauche,
quelqu'un qui livre en quelque sorte non pas des pizzas, mais des nouilles, des soupes de nouilles. Car la notion de demae, c'est-à-dire de ce qu'on appellerait aujourd'hui les fats domino et autres services, existe déjà à l'époque d'Edo et à Osaka au XVIIIe siècle. Donc il livre des nouilles. Et puis, voilà le plateau de nouilles. Hein. Et puis il y a un chien qui passe par là, il y a des chiens partout, et commence à l'attaquer et à lui mordre le pied. Donc il renverse son plateau de nouilles. D'accord ? Et là passe un samouraï qui reçoit le plateau de nouilles sur la figure. Vous voyez, les nouilles sont là, elles s'étalent. Et là, il y a des gens qui passent dans la rue et qui voient le samouraï avec son plateau de nouilles et qui se fichent de lui et éclatent de rire. C'est tout. Mais ça suffit. On a compris. Les samouraïs sont des gens arrogants, mais néanmoins, ce sont des humains comme les autres, et quand ils se prennent un plateau de nouilles sur la figure, ils ont l'air assez stupides. Voilà. Autre chose encore, se développe au Japon ce qu'on a appelé d'abord une littérature, bien sûr, mais surtout une littérature imprimée. Les transformations dans l'histoire de l'édition montrent qu'à partir de 1750, on publie de plus en plus de petits livres. Il y a de véritables collections, comme celles qu'on appelle les petits livres jaunes. Alors ces petits livres jaunes sont faits pour pouvoir se glisser dans la poche du kimono. C'est-à-dire qu'ils sont d'un format qui est exactement le format d'une feuille A4 pliée en deux. Autrement dit, si vous dépliez un petit livre jaune, vous avez un format A4. Alors, ce format A4, d'où il vient alors ? Eh bien, il vient des petits livres jaunes. Parce que c'est un format qui n'existait pas chez nous. Quand vous regardez les cahiers d'écoliers ou quand vous regardez les blocs de lettres à écrire, vous n'aviez pas ce format autrefois, avant les années 70. Et c'est les fabricants de photocopieurs japonais qui ont imposé cette norme A4. Alors, il y a d'autres normes, B3, etc., mais la norme principale, c'est A4. Eh bien, cette norme, c'est exactement celle-là. Donc, vous utilisez tous les jours du papier A4 sans savoir pourquoi. Voilà, une des explications. C'est l'histoire du capitalisme japonais. Vous avez également dans cette société phénomène non pas de scolarisation, parce qu'il n'y a pas de système scolaire, mais de développement d'écoles dans la société japonaise qui font que, 1, il y en a de plus en plus à partir de 1750, 2, c'est un enseignement qui touche à la fois les garçons, les petits garçons et les petites filles. 3, c'est un enseignement sur une base volontaire. Il n'y a pas de système d'État derrière tout ça. Et on y apprend donc à lire, écrire et compter. Et on apprend à lire et écrire sur la base des classiques confucéens. C'est donc ces classiques confucéens, dont je parlais tout à l'heure, qui vont devenir finalement la base de l'enseignement de la majorité de la population. Alors quand j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a un certain temps maintenant, on parlait de 3 000 à 4 000 écoles à travers le Japon. Maintenant, j'en discutais avec Christian Galland, là, qui est un spécialiste de la question il y a peu de temps. Il me disait qu'on en avait à peu près identifié maintenant 50 000. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu 50 000 écoles qui ont existé pendant toute l'époque d'Edo. Ça veut dire qu'il y a eu 50 000 écoles qui ont été créées, parfois fermées aussi, au bout de quelques années. Par exemple, à la suite d'une famine, par exemple, les paysans étaient plus capables de financer les instituteurs, donc on fermait l'école. Mais enfin, il y en a eu quand même beaucoup. Et une des grandes caractéristiques de la société japonaise vers 1850, au moment où arrivent les Américains, c'est que les gens, une grande partie de la population en tout cas, hommes et femmes, sait lire, écrire et compter. Et que lorsque le gouvernement japonais, en 1872, instaure l'éducation obligatoire, il y a des petites résistances, bien sûr, mais quand même, ça marche. Comment expliquer un tel succès s'il n'y avait pas eu autre chose avant ? On ne claque pas des doigts et on dit « tiens, on va mettre en place un système scolaire ». Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une préparation. Et le fait qu'on estime à environ pratiquement 50% la population qui savait lire et écrire, alors, ce sont des chiffres qui sont très, très difficiles à analyser, parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement que savoir écrire en 1850 pour une personne? Ça veut dire quoi? Savoir écrire son nom, ça veut dire être vraiment capable de lire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on lisait la jeune femme à droite, qui, vous l'avez comprise, est probablement une prostituée, puisqu'elle a des peignes dans la tête. Elle lit un petit livre jaune. Voilà, j'arrête.
Donc une société urbaine et consumériste, une société de loisirs, une société avec un artisanat de pointe, une révolution industrieuse, un début de critique sociale, une société de l'écrit, des écoles par milliers. Ça s'appelle comment ça? Merci. Merci beaucoup. Je suppose qu'effectivement, il y aura pas mal de questions à la fin sur les différents points. Sébastien. Bonjour à tous. J'ai au moins 3 raisons de me réjouir aujourd'hui. Alors, 3 raisons de me réjouir. Écoute, je trouve qu'on parle bien sûr pas beaucoup de l'économie japonaise, du capitalisme japonais aujourd'hui en France. On en parle en tout cas beaucoup moins qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Et je me réjouis que les journées de l'économie de Lyon consacrent une session à l'économie japonaise. Je me réjouis aussi de montrer que les économistes, contrairement à ce qu'on dit, sont des gens ouverts. Et le fait d'inviter l'un des meilleurs historiens francophones du Japon, l'un des meilleurs historiens tout simplement, Pierre-François Soury, est un beau signe d'ouverture des économistes. Et puis, 3e raison de ma joie d'être parmi vous aujourd'hui, c'est le fait de tenter, à travers l'organisation de cette session, et Gilbert Faccarello l'a rappelé, de ne pas se contenter de ressasser des anciens travaux sur le Japon, mais de laisser la place à des travaux récents, nouveaux, novateurs. Et l'intervention comme vous pourrez le constater, l'intervention d'Adrienne Sala s'inscrit tout à fait dans cette veine. Alors, je vais vous décevoir, mais après, peut-être l'intervention de Pierre-François, vous ne serez pas si déçus que ça, en vous disant que, du point de vue d'un économiste qui a passé, je dirais maintenant, les 15 dernières années à travailler sur l'économie japonaise, je voudrais vous convaincre que l'économie japonaise n'est pas exotique. Donc, et du point de vue des économistes, ça veut dire que les comparaisons internationales qui incluent le Japon sont tout à fait pertinentes. Et ça doit être pour nous, pour vous, et je pense notamment aux étudiants qui sont là, une incitation à dépasser des perspectives trop souvent franco-françaises, au mieux intra-européennes, voire transatlantiques. Quand vous dépassez la perspective transatlantique et en allant étudier ce qui se passe au Japon et en Asie orientale, vous trouverez des choses extrêmement intéressantes qui vont nous permettre de comprendre comment nous fonctionnons ici. Et puis une nouvelle excitante, et je crois que c'était tout à fait le sens de ce que nous racontait Pierre-François Soury, je dirais que nous, les économistes, alors je ne parle pas des historiens, je parle des économistes, avec les modèles dont nous disposons, les spécialistes du développement, je pense, ne comprennent pas encore très bien, et pourtant certains d'entre eux lisent les historiens, ne comprennent pas encore très bien la trajectoire de ce pays. Alors depuis la fin du 19e, une des raisons, c'est qu'il faut effectivement étudier plus précisément l'époque d'Edo, mais il y a aussi certainement un problème dans notre compréhension de ce qu'est le développement. Tout ce que j'essaye de faire, et c'était aussi certainement, j'imagine, le sens de cette session, c'est d'essayer de vous convaincre que, certes, M. Tanaka, Mme Suzuki ou le petit Jun Kato se comportent peut-être assez différemment de nous. Il y a des référents culturels qui existent, et il y a ce qui fait qu'effectivement, quand vous arrivez au Japon, vous êtes étonné par certains comportements, mais de là à expliquer les performances de l'économie japonaise depuis Meiji, voire avant, par ces différences culturelles, je crois qu'il y a un pas qui est très difficile à franchir. Et certains s'y sont essayés. Et l'un des auteurs les plus connus, c'est Morishima Mitsuo. Là, je donne la traduction de son livre « Confucianisme et capitalisme », la date de la traduction en français, qui ont cru voir dans des valeurs culturelles anciennes les raisons du succès du développement de l'économie japonaise.
Et le problème, c'est que quand vous faites de l'histoire, vous constatez par exemple que le Japon de l'entre-deux-guerres, le capitalisme japonais de l'entre-deux-guerres était finalement très proche du capitalisme américain. Que ce soit au niveau du fonctionnement des marchés financiers, une entreprise comme Mitsui était pas forcément très inspirée par ce qui se passait aux États-Unis, mais avait des modalités de fonctionnement très éloignées de ce qu'on a appelé le modèle japonais. J'y reviendrai après. Un autre exemple qui est assez frappant et qui semblait renforcer la thèse de l'influence du confucianisme sur le capitalisme japonais, c'est les taux d'épargne. Le Japon, encore dans les années 70, était caractérisé par des taux d'épargne des ménages très élevés. Ce n'est pas le seul, il y a aussi d'autres pays d'Asie orientale qui avaient ces mêmes caractéristiques, mais vous voyez à travers cette courbe qui décrit l'évolution du taux d'épargne des ménages et le taux de vieillissement de la population, donc le pourcentage des personnes âgées de plus de 65 ans, qu'un simple modèle de cycle de vie n'explique peut-être pas tout de la dynamique de l'épargne, mais donne quand même un élément, on sent qu'il y a une corrélation négative très, très forte. Donc, je trouve que le thème était bien choisi, se défaire des mythes. Eh bien, il y a encore du travail, et c'est parfois un peu désespérant. Je sais que parfois Pierre-François est un peu désespéré, malgré tous les travaux qu'on fait, de constater qu'il y a les mêmes images qui sont colportées, y compris chez les gens dont on peut estimer l'ancien, je crois, il devait être au moins vice-président ou voire président de Harvard, l'inénarrable Larry Summers. Vous voyez ce qu'il dit en 2012, c'est dans le cadre d'un débat avec Paul Krugman. Le Japon est la société avec le vieillissement le plus accéléré du monde, avec une insularité légendaire, une immigration nulle, avec une absence totale de capacité d'innovation entrepreneuriale. Alors, effectivement, chaque élément de l'affirmation prise séparément, vous avez des éléments qui peuvent aller dans ce sens-là, mais ça vole pas très haut et c'est très très proche de la caricature. Alors, dans l'un des livres que Gilbert Faccarello a mentionné, on a même pris ce livre qui, en fait, porte sur les Abenomics, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Eh bien, on a pris la peine, les 15 ou 20 premières pages, suite à des présentations qu'on avait faites de versions antérieures du livre. On s'est dit que finalement, ça vaudrait la peine de revenir sur quelques idées reçues. Donc, je vous en donne quelques exemples. L'idée que le Japon aurait connu une croissance nulle depuis 25 ans. Si vous raisonnez regardez seulement le PIB nominal, c'est le premier graphique là-haut en comparaison avec les États-Unis et l'Europe, c'est pas faux, mais il faut bien sûr prendre en compte l'évolution démographique et l'évolution des prix. Vous savez que sur la période, la fin des années 90, le Japon est en déflation, et quand vous corrigez par l'évolution des prix et l'évolution démographique, vous voyez que finalement, la trajectoire japonaise n'est pas si éloignée d'un pays comme la France, et ce qu'il faut expliquer, c'est les performances de l'économie américaine. Autre exemple, alors là, moi, je suis dans le très, très contemporain, l'idée que la croissance n'a pas d'importance et que le Japon reste un pays très riche, je vous le confirme quand vous arrivez à Tokyo et que vous fréquentez les boutiques de Ginza, malgré tout, et je crois que c'est en partie ce dont va parler Adrienne Sala, dans ce pays qui était connu comme un pays très égalitaire et qui s'était enrichi très rapidement, on observe une montée des inégalités, une montée de la pauvreté qui est inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui n'est pas sans rappeler ce qu'on peut observer en Allemagne. Autre idée reçue sur le Japon contemporain, l'idée que les femmes ne travaillent pas et ce qui expliquerait leur taux de chômage désespérément bas, environ 4% aujourd'hui. Eh bien, vous constatez dans les chiffres qui sont rapportés par l'OCDE que le taux de participation des femmes âgées entre 25 et 64 ans aujourd'hui est environ 70% au Japon contre 68 en France et 70 aux États-Unis. Donc il faut aller voir ailleurs, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Pour répondre à notre ami Larry Summers, alors le Japon, incapable d'innover, c'est un véritable désert. Il faut savoir que depuis 10 ans, les chercheurs japonais ont obtenu 12 prix Nobel en chimie, en physique, en médecine, contre 10 pour le cumul France-Allemagne sur la même période, que c'est vrai.
il n'y a pas véritablement de Silicon Valley au Japon, mais il y a bien d'autres formes d'innovation qui ne correspondent pas à ce modèle et qui rencontrent un grand succès, que ce soit dans le domaine de la robotique personnelle, dans l'automobile ou dans les matériaux. C'est peut-être un peu moins sexy que les biotech ou l'Internet, mais ce n'en est pas moins extrêmement innovant. Et puis ce dont je vais vous parler dans les petites 10 minutes qui me restent, c'est exactement ce dont vous parliez dans votre introduction, dans vos propos liminaires, c'est l'idée que ce Japon, ce pays ne changerait pas. Et je ne prétends pas être historien, mais pour m'être concentré sur la période qui s'étend du début des années 80, donc c'est un peu l'âge d'or du modèle japonais, où on prédisait, les meilleurs économistes du monde prédisaient que les années 90 seraient japonaises ou ne seraient pas. Donc, si on regarde ce qui se passait entre les années 80 et aujourd'hui, eh bien, la thèse que je défends, c'est celle d'une grande transformation, et donc, qui a été publiée donc, dans ce livre que vous mentionniez. Alors, l'origine de ça, c'est effectivement une forme de frustration à l'égard de ce mythe du Japon éternel qui ne change pas. Et là, j'ai 3 antidotes à vous proposer. C'est lire les historiens. Voilà, je crois qu'on a commencé à le faire aujourd'hui. C'est aussi d'un point de vue structurel, d'un point de vue plutôt théorique, construire une théorie du changement structurel. Et je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Wolfgang Streeck et Céline Sellen. Ils nous aident beaucoup à penser le changement. Et les économistes, avec leur raisonnement à l'équilibre, ne sont pas toujours les mieux équipés pour concevoir le changement. Et puis, d'une façon un peu plus technique, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de combiner les études macro et micro pour une raison que je vais vous expliquer. En tout cas, le message que je voudrais délivrer rapidement aujourd'hui, c'est l'idée que le Japon, vu notamment dans la presse anglo-saxonne, mais aussi chez nos amis économistes de la côte est des États-Unis ou du Royaume-Uni, qui font un parallèle un peu entre l'eurosclérose européenne et une forme de arthrite japonaise. C'est le titre d'un article d'un économiste américain en 2001, Arthritic Japan, un des articles les plus stupides que j'ai lus depuis 20 ans sur le Japon. Mais c'est intéressant parfois de lire des articles un peu bizarres. La thèse, c'est qu'on assisterait à un déclin du Japon symbolisé par sa démocratie à cause d'une absence de réforme dans un contexte qui serait complètement dominé par la mondialisation et le progrès technique. C'est exactement le discours qu'on entend aujourd'hui sur l'Europe et je vais essayer de vous montrer très brièvement qu'il n'en est rien. Le Japon a beaucoup changé sur cette période. Alors, comme je me connais et que j'ai peur de ne pas pouvoir terminer ma présentation, je vais poser les questions, y répondre, puis après, le reste ne sera que du bonus. Pour le plaisir, je vous donnerai quelques éléments un peu plus approfondis. Donc les 3 questions qu'on se pose, c'est est-ce que le Japon a changé de façon significative depuis les années 80 ? Et là, j'ai mis à jour une forme de paradoxe macro-micro qui est assez intéressant. C'est vrai que quand on regarde les relations moyennes, on a l'impression que le Japon ne bouge pas. Quand on regarde la durée moyenne d'emploi, par exemple, c'est plus ou moins stable sur la période. C'est vrai aussi même pour les structures de financement des entreprises, même s'il y a eu des changements qui sont visibles à l'œil nu. Mais si vous faites de la microéconomie, eh bien, ce que vous observez, alors si vous faites une étude de cas sur Toyota, vous voyez aussi pareil que Toyota se porte bien et que finalement, le modèle n'a peut-être pas si changé que ça, mais quand vous regardez la diversité des entreprises japonaises, eh bien, vous verrez qu'on observe une diversité croissante. Donc, dans cette apparence de stabilité macroéconomique agrégée, il y a une diversité croissante qui s'observe au niveau micro. Et ça, vous voyez un peu les outils dont on a besoin également du point de vue de l'analyse empirique. Est-ce que ça signifie qu'il a convergé vers une forme de capitalisme ? On oppose souvent les capitalismes européens d'Europe continentale au méchant capitalisme anglo-saxon. Eh bien, l'analyse qui est menée dans ce livre, mais après beaucoup d'autres, montre qu'il n'en est rien, et qu'il n'y a pas de convergence vers le capitalisme anglo-saxon, même si les réformateurs japonais avaient ce modèle en tête. Certains esprits mal intentionnés ont tenté de voir dans les problèmes que rencontrait l'économie japonaise une forme d'européanisation. Donc ce n'est pas forcément un compliment. L'Europe des années 90-2000 n'était pas forcément brillantissime. Et puis, il y a des petits malins, comme l'un des économistes les plus célèbres, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans, donc Aoki Masahiko, qui parlait d'hybridation et qui est tout simplement la mesure de notre ignorance. Quand vous ne savez pas
répondre à cette question, vous parlez d'hybridation, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ce monsieur Aoki était certainement un peu normand. Troisième question, quelles ont été les forces motrices du changement? J'aurais pas trop le temps de m'y appesantir. Il y a eu certainement l'idée qu'il y avait une réponse à la crise, qui n'est pas complètement fausse. Il y a eu certainement des pressions américaines et européennes. Il faut voir un peu ce que le Trésor américain demandait à ses homologues du ministère des Finances japonais en termes de réformes. Ils n'ont même pas osé faire ça avec l'Argentine, ils ont osé le faire avec le Japon, chapeau. Mais ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que la dynamique du changement est véritablement politique. Il y a eu vraiment une réforme d'inspiration néolibérale au Japon qui a pris d'autres formes que ce qu'on observe. Alors, les résultats, justement, j'ai commencé à les dire. Donc, à la question du changement, oui, le Japon a fortement changé, mais par la voie micro, par une diversité croissante. Il n'a pas convergé et c'est véritablement des raisons politiques qui ont été le moteur. Alors là, je serai très, très bref, par manque de temps, mais pour vous dire que ce modèle japonais, ce modèle classique, il y a eu à une époque pratiquement autant de modèles que d'économistes, et parfois plus de modèles, plus de théories que d'économistes. Vous savez que les économistes sont très féconds en termes de théorisation, et on opposait des approches très micro, concentrées sur l'entreprise, ou des approches plus institutionnalistes qui regardaient un peu dans l'esprit de la théorie de la régulation, des travaux de Robert Boyer, qui regardaient à un niveau plus micro-institutionnel. Eh bien, l'idée, c'est qu'il faut certainement regarder aux trois niveaux. Et si vous regardez aux trois niveaux, vous constatez que le capitalisme, ce modèle classique que j'essaie de décrire, qui n'est pas un modèle de tout temps, c'est un modèle qui date des années 70-80, qui est le résultat d'une longue évolution, il est d'abord profondément décentralisé. C'est-à-dire qu'un ensemble de règles qui gouvernent l'économie sont décidées au niveau des entreprises. Ce qui fait que, par exemple, pour un secteur donné, pour des entreprises de taille comparable, et c'est ce que M. Ghosn a découvert, eh bien, Nissan n'est pas Toyota. Nissan, dans les années 80, ne fonctionnait pas du tout comme Toyota. C'est également, et c'est en référence à cette littérature sur la variété des capitalismes, un capitalisme éminemment coordonné. Il y a plusieurs formes de coordination publique. L'État jouait un rôle important, c'est la fameuse politique industrielle du MITI, mais il y a d'autres modalités de coordination privée au niveau sectoriel. Le fameux Shunto, ces négociations salariales de printemps qui assuraient une croissance des salaires tenant compte de la productivité, et d'autres formes de coordination qui permettaient de former une forme de cohérence, si vous voulez, de ce modèle. Et puis, dernier élément, ce modèle classique était très égalitaire, très égalitariste, mais en même temps très segmenté. Il faut voir les inégalités, bien sûr, hommes-femmes, les inégalités entre les petites et les grandes entreprises, les inégalités régionales. Je n'aurai pas le temps de m'appesantir. Alors, les réformes, d'un mot, le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas eu de personnalité aussi flamboyante que Margaret Thatcher, Ronald Reagan ou Emmanuel Macron. Ça s'est fait un peu sans néolibéraux, avec des périodes de fortes réformes dès les années 80. Vous avez peut-être entendu parler du Premier ministre Koizumi, c'est peut-être le seul que vous connaissez parce qu'il a cette fameuse crinière, un peu comme toi, Pierre-François. Mais donc lui, c'est le début des années 2000. Mais en fait, il faut savoir que la réforme s'est inscrite dans le temps. C'est un long programme qui s'est mis en œuvre dès les années 80. Et les marqueurs, c'est au niveau du contenu des réformes et au niveau de leur justification. D'un mot sur le contenu, c'est extrêmement ennuyeux. C'est n'importe quel petit manuel du Fonds monétaire international qui passe par la dérégulation des différents marchés, la privatisation et la réduction de la taille du service public qui était bien plus petite que ce qu'on voyait en France. Les résultats de cette période de réforme, eh bien, il y a eu véritablement une libéralisation des différents marchés, des biens, contrairement à ce qu'on dit,
les négociateurs américains, européens, l'agriculture japonaise a été libéralisée. Plus tardivement, un peu sur le modèle allemand, le marché du travail a été libéralisé, et j'imagine que Adrienne Sala y reviendra. Mais ce qui est frappant, c'est que ces réformes, on a un peu l'impression que les réformateurs ont creusé leur propre tombe, c'est souvent ce qui est arrivé pendant cette période, et que finalement, la réforme, qui pouvait partir de bonne intention, n'a pas permis de conserver les points forts du modèle. On a un peu eu tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, et c'est vraiment des travaux de Michel Aglietta, qui est en train de parler au même moment que nous dans une autre salle, l'ont montré. La dérégulation financière a largement nourri la bulle financière, puis son éclatement. Et concernant les réformes du marché du travail, n'importe quelle courbe de salaire au Japon ferait pâlir d'envie le MEDEF. La courbe de salaire est complètement plate depuis 20 ans au Japon. Le manque de peau, c'est que les travaux d'économistes montrent que c'est largement c'est certainement l'une des raisons les plus profondes de l'entrée du Japon en déflation. On n'a pas encore réussi à venir au coût salarial chinois, c'est un peu peine perdue, et on a provoqué la déflation. Donc cette grande transformation, et je m'arrêterai là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ça ne se traduit pas par la fin d'un modèle japonais. Alors c'est notamment vrai au niveau micro, et on voit une plus grande diversité encore que ce qui préexistait à la réforme. Alors c'est vrai, je ne rentrerai pas dans le détail au niveau de la dynamique de la productivité au microéconomique, je n'ai pas le temps d'en parler. C'est vrai au niveau des déclins des formes de coordination, ces fameuses coordinations qui maintenaient une cohérence. Certaines ont été remplacées, mais je donne l'exemple par exemple de ces négociations salariales qui ont pratiquement disparu et qui sont certainement l'une des causes de la déflation. C'est également l'une des causes de la montée des inégalités, et je laisserai Adrienne Sala certainement en parler beaucoup mieux que moi. C'est visible au niveau de la croissance du coefficient de Gini, c'est vrai au niveau de la montée de la pauvreté également, qui fait que le Japon est, du point de vue de l'OCDE, un des pays avec le taux de pauvreté le plus élevé, ce qui fait que mon collègue et néanmoins ami Thomas Piketty, quand il essaye d'expliquer la montée des inégalités au Japon, il se plante complètement en essayant de se polariser sur les 1% ou les 5% les plus riches, car la dynamique des inégalités au Japon, la dynamique de transformation du capitalisme japonais, c'est avant tout une dynamique du travail, et je serai heureux de répondre à vos questions éventuelles sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là encore, je pense que ça va susciter des questions. Adrienne ? Alors, pour déconstruire les mythes, on peut souvent avoir recours à l'analyse des problèmes publics. C'est ce que je vais tenter de faire dans cette présentation. Je m'excuse par avance, le sujet n'est pas très joyeux. Je vais commencer par la question du suicide au Japon, le taux de suicide. Donc, le Japon est un des pays de l'OCDE où le taux de suicide est très élevé et reste, malgré une diminution depuis quelques années, très en deçà de la moyenne donc, des pays avancés. Alors, pourquoi est-ce que je m'intéresse au suicide ? Je m'intéresse au suicide comme un phénomène social, comme dans la continuité des sociologues qui l'analysent donc comme un phénomène social et non pas un problème individuel ou pathologique. Donc, le taux de suicide nous intéresse pour son évolution, puisqu'elle a une corrélation très forte avec l'évolution de l'économie japonaise. On va ensuite s'intéresser aux causes. Donc, il y a 3 grandes causes du suicide. La première étant la santé, suivie par les raisons économiques, et la troisième raison étant le travail. C'est la 3e ligne sur le graphique. Alors, ici, sur ces 3 grandes causes, on a des analyses qui peuvent être divergentes et certaines sont convergentes, notamment les analyses qui portent sur le problème de la mort par surmenage. Donc, au Japon, on appelle ce problème le karoshi. En France, on a beaucoup de similitudes avec le phénomène du burn-out, donc qui correspond donc à une fatigue excessive provoquée donc par un surmenage professionnel.
Ce n'est pas reconnu en France comme une maladie professionnelle, c'est considéré comme un risque pathosociologique. Et il y a également de nombreux débats en ce moment en cours, depuis au moins 2-3 ans, sur le fait de reconnaître ou non le burn-out comme une maladie professionnelle. Donc le cas du Japon est intéressant puisqu'il est reconnu depuis une vingtaine d'années comme une maladie professionnelle. Eh bien, les études qui portent sur le kaloshi, donc sur la mort par surmenage, vont montrer que les raisons, donc la santé, souligne que les suicides qui sont recensés pour raisons de santé, donc dépression, dégradation de la santé mentale, sont dans de nombreux cas causés par des problèmes donc, sur le lieu de travail. Le deuxième cas, les raisons économiques, je vais l'aborder à travers la question, donc un autre problème public qui n'est effectivement pas très joyeux non plus, la question donc, de l'endettement excessif au Japon, qui peut également remettre en question plusieurs mythes que l'on a et plusieurs idées reçues que l'on peut avoir sur le Japon, notamment, comme Sébastien Le Chevalier l'a évoqué, un taux d'épargne élevé, un pays donc, où le surendettement n'est pas comparable aux problèmes qu'a connus les économies comme l'économie américaine, nord-américaine, ou d'autres pays avancés comme la France ou même l'Allemagne. Alors, la question du compromis social peut être abordée à travers différents problèmes publics. On a l'évolution de la famille, on a de nombreux travaux dessus, la démographie, l'accès au logement, la désindustrialisation, encore la question environnementale. Dans cette présentation, je vais vraiment me concentrer sur ces deux problèmes donc, sociaux qui sont donc, le kaloshi, la mort par surmenage, et le surendettement. Donc, en réalité, on n'appelle pas vraiment ça le surendettement, mais l'endettement excessif, et je vais essayer de faire ça en 20 minutes. Peut-être, avant de commencer, une définition du compromis social. Qu'est-ce qu'on entend par compromis social ? Eh bien, alors, de nombreux travaux existent depuis les années au moins fin 70-80 sur l'entreprise japonaise. Vous avez les travaux des économistes comme Aoki, mentionnés auparavant par Sébastien Le Chevalier, sur la firme J. Le onisme, donc du nom de l'ingénieur Ono, qui a établi le toyotisme, ou encore la rigidité flexible du système d'emploi japonais qu'a théorisé Ronald Dor. Et toutes ces théories, tous ces travaux qui sont relativement très bien connus depuis les années 80, enfin relativement connus en France depuis les années 80, ont permis d'analyser les facteurs de la performance des entreprises japonaises, notamment face à la perte de compétitivité des entreprises nord-américaines et européennes dans les années 80. Ces théories ont également montré que les entreprises japonaises étaient très compétitives malgré une période de forte appréciation du yen dans les années 80. Néanmoins, alors, dans ces travaux, il faut souligner un point important qui est la question du compromis social. Ce compromis social est particulier puisqu'il se situe surtout au niveau de l'entreprise et il a été analysé dans l'ensemble de ces travaux comme un moyen de coordonner différents intérêts divergents. Donc, par intérêts divergents, on pense aux intérêts des travailleurs et des dirigeants, puis les actionnaires, par justement l'institutionnalisation d'un système d'emploi qui est caractérisé par 3 piliers peut-être que vous connaissez bien, qui sont donc l'emploi de long terme, la rémunération à l'ancienneté et le syndicat d'entreprise. Un 4e pilier est également important à prendre en compte, qui sont les normes sociales de l'entreprise et plus particulièrement donc cette forte identification des salariés à l'entreprise. Ce qui a d'ailleurs permis à Ronald Dor a développé ce thème à travers le concept de community, l'entreprise étant perçue comme une communauté qui est donc très différent de l'entreprise anglo-saxonne où il y a une individualisation des carrières professionnelles. Ce n'est pas le cas dans l'entreprise japonaise, du moins comme elle fut analysée. Donc, le compromis social au niveau de l'entreprise est défini en gros par la sécurité de l'emploi et la stabilité. Et cette stabilité, cette sécurité de l'emploi a également permis à l'employé, donc au salarié, de devenir le pilier économique au sein de la famille. À partir de là, on voit une coordination entre 2 institutions qui sont le marché de l'emploi et la famille, qui a également permis une institutionnalisation de la division sexuée des rôles dans le modèle japonais des années 60-70 et qui reste encore d'actualité aujourd'hui, avec l'homme donc salarié et la femme qui représente derrière la figure de la femme au foyer le pilier de la famille. Ce qui est important de savoir, c'est que cette coordination entre le système d'emploi et la famille confère une force de pression supplémentaire à l'employeur sur l'employé, bien évidemment, qui est accentuée par la rigidité du marché du travail externe. Donc il y a un marché du travail interne qui est très flexible dans le système japonais, en comparaison d'un marché du travail externe qui n'est pas du tout, qui est très rigide. De fait, l'implication donc, des intérêts des travailleurs... Pardon, on a oublié mon... De fait, l'implication des intérêts des travailleurs à leur entreprise s'explique moins
par des arguments culturalistes, comme l'a souligné tout à l'heure Sébastien Le Chevalier, que par une organisation rationnelle du travail, accentuée par la faible protection apportée par l'État social en cas de perte d'emploi. Donc on a plusieurs travaux d'économistes français de l'École de la régulation mentionnés auparavant, comme Benjamin Coria ou Robert Boyer, suivis par Sébastien Le Chevalier, dans le cadre de sa thèse notamment. Donc les économistes marxistes ont montré les limites donc, de ce compromis social au niveau de l'entreprise en mettant en évidence la composante inégalitaire de ce compromis. Il y a effectivement une composante inégalitaire puisque la stabilité et la sécurité de l'emploi sont garanties seulement pour les salariés permanents de l'entreprise. Ce noyau dur donc, de salariés permanents peut accéder à cette stabilité et à la sécurité de l'emploi grâce à la flexibilité qui est apportée par les travailleurs périphériques non permanents. Donc, ce qui a donné lieu au dualisme du marché du travail japonais théorisé depuis plusieurs années. Ainsi, cette flexibilité a permis à l'économie japonaise et aux entreprises japonaises de faire face aux périodes des crises. Cette flexibilité est également le résultat d'une compression des salaires en période de crise. Et il y a un autre point, parce que jusqu'ici, finalement, tout ce que je dis, il n'y a pas beaucoup de différence entre la France et le Japon, vous me direz. Il y a un autre point qui est important, et c'est là que je vais retomber sur la question du karoshi, c'est la non-rémunération des heures supplémentaires durant les périodes de crise. Donc il faut savoir que lorsque la première crise qui est apparue avec les chocs pétroliers de 73 et 78, les entreprises ont donc pu bénéficier de cette flexibilité, à la fois en recourant au licenciement pour les travailleurs non permanents, donc ces travailleurs périphériques, mais également maintenir un coût du travail bas, donc compression des salaires, et également pouvoir compenser les licenciements par le fait de demander donc aux travailleurs permanents de travailler via les heures supplémentaires non rémunérées, avec un système japonais qui s'appelle en fait les heures supplémentaires gratuites. Donc c'est institué bien sûr de manière informelle, hein, ce n'est pas formalisé, néanmoins c'est un recours qui est utilisé par les entreprises donc, depuis cette période des années 70. De fait, le niveau de productivité élevé des entreprises japonaises peut donc s'expliquer en grande partie par ces nombreux moyens de flexibilité dont elles disposent. Et c'est donc à partir des années 70 que les cas de karoshi sont donc apparus au Japon, ces cas de mort par surmenage, qui, à partir des années 80, sont continués de se développer, ont continué donc de se multiplier. Pourquoi ? Vous me direz, dans les années 70, on peut comprendre qu'il y ait des cas de karoshi puisqu'on était dans une période de crise économique avec les chocs pétroliers. Néanmoins, le problème étant que les entreprises japonaises ont maintenu, donc même durant la reprise économique des années 80, ces pratiques d'emploi établies durant la période des chocs. Elles ont conservé cette variable d'ajustement qui était constituée des travailleurs périphériques, hommes et femmes embauchés sous forme de contrats précaires. Elles ont également imposé, en parallèle, un temps de travail très long aux salariés permanents, malgré la reprise économique. Et la grande différence qu'il y a et qu'il faut prendre en compte pour comprendre également un des facteurs du karoshi, c'est que tout ça s'est fait avec l'aval des syndicats, les syndicats donc d'entreprises qui étaient coopérationnistes. Alors, bien que cela représente un des 3 trésors du système d'emploi japonais, on voit bien qu'il y a des limites à l'un de ces trésors qui est donc le syndicalisme d'entreprise, notamment reflété dans le problème du karoshi. Alors, pour reprendre la conclusion des travaux donc, théoriques sur l'entreprise japonaise, on peut dire effectivement que les entreprises japonaises et l'économie japonaise durant les années 80 ont vraiment ont fait preuve donc, de performances remarquables grâce à la compétitivité donc, de ces entreprises qui reposent sur une organisation du travail, un management des ressources humaines caractérisé par une forte coordination des intérêts des travailleurs à ceux de l'entreprise et qui résulte sur une forte flexibilité, une adaptation à la demande et au cycle économique, accouplée à un haut niveau de technologie. Je crois que c'est ce que l'on entend quand on parle du modèle japonais. Eh bien, il faut savoir qu'il y a une autre lecture, celle des avocats, celle des psychiatres, qui ont été ceux qui ont défendu donc, les victimes du karoshi, et qui vont vous dire qu'il y a un autre facteur important pour comprendre les performances des entreprises japonaises, c'est celle du coût du travail qui est bas, en grande partie dû aux heures supplémentaires non rémunérées. Alors, donc le karoshi, la mort par surmenage,
on parle du kaloshi, donc la mort par surmenage, mais il y a un autre phénomène sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est le kalo-jisatsu, c'est le suicide par surmenage. Donc comme ça, la boucle est bouclée avec l'introduction et les taux de suicide. Il faut savoir donc que le kaloshi comme le kalo-jisatsu, donc peut-être que ces termes sont un petit peu compliqués, donc la mort par surmenage et le suicide par surmenage, sont définis selon des normes législatives qui sont liées au temps de travail. Donc, il s'agit de troubles cérébraux et cardiovasculaires provoquant la mort ou bien des troubles mentaux provoquant le suicide. Alors, il faut savoir que l'apparition de ce problème s'observe sans distinction de secteur d'activité, sans distinction d'âge et de profession. Les cols bleus, les cols blancs sont touchés. Il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. Bien sûr, le nombre de kaloshi a longtemps concerné les hommes, mais on voit une progression malheureuse du côté des femmes également. Alors, il faut savoir ici également que c'est un problème qui remet en cause l'organisation et les conditions de travail au Japon, mais comme en France. Donc, pour vous rappeler, on peut mentionner les cas de suicide chez Renault et Peugeot en 2007, puis chez EDF, qui ont suscité de nombreuses réactions donc, chez les médias et l'opinion publique. Il y a pas mal de travaux sur ces questions-là. Donc, on peut faire un parallèle, bien évidemment, entre le burn-out et le kaloshi au Japon, surtout à travers l'approche qu'on a de ce problème. Si le burn-out est resté entre les mains des psychologues et des médecins, l'une des conséquences de cette restriction finalement académique est que le diagnostic est très individualisant et pathologique au niveau des victimes, sans considérer suffisamment les dimensions sociales du problème, ni les conditions de travail et l'organisation des entreprises. Eh bien, on remarque un cas très très similaire dans la progression de la reconnaissance donc, du kaloshi comme maladie professionnelle et problème public au Japon. Alors, il y a, donc là sur le graphique, on voit en fait la reconnaissance du cas de kaloshi au niveau juridique entre les années 80 et 2011. Et ce que vous voyez, c'est vraiment l'évolution donc du nombre de cas de kaloshi qui ont été reconnus à partir de la fin des années 90. Il faut savoir que jusqu'aux années 90, il y avait un écart important donc, entre les victoires, en fait, les procès gagnés par les avocats et les décisions rendues par la Cour suprême et l'application donc des grilles d'indemnisation mises en place par le ministère du Travail et de la Santé. Et c'est à partir vraiment des années 90 que cet écart devenait donc troublant et posait de nombreux problèmes par rapport à la transparence du processus de reconnaissance du problème, et notamment par certains cas qui ont fait jurisprudence, comme le cas de Dentsu, qui est un cas donc qui reconnaît le suicide par sur travail à la fin des années 90, qui va permettre donc l'élévation, la hausse du nombre de cas de kaloshi reconnus donc juridiquement. Donc le recours aux heures supplémentaires a permis, pour conclure, d'éviter l'embauche donc de nouveaux employés, comme l'illustrent plusieurs cas donc de ces kaloshi. On a beaucoup de travaux sur ces questions, notamment d'avocats japonais. Il faut savoir qu'il y a une forte dépendance financière aux heures supplémentaires au Japon, surtout par rapport au col bleu, qui signifie donc en grande partie que le salaire pour les cols bleus pouvait être trop bas pour assurer les dépenses quotidiennes de première nécessité, ce qui me permet en fait de faire la transition vers le second problème, qui est le second problème public dont je voudrais parler aujourd'hui, qui est donc le problème de la dette et de l'endettement excessif. En japonais qu'on appelle également donc tajusaimu, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Donc la dette multiple ou l'endettement excessif, pour ne pas utiliser le terme de surendettement, puisqu'il n'est pas catégorisé comme un niveau d'endettement par rapport au niveau de revenu, mais par l'endettement, donc le nombre de dettes contractées auprès de plusieurs établissements de crédit au Japon. Alors, avant de commencer, il y a plusieurs idées reçues sur la question de l'endettement au Japon. D'une part, je vous l'ai dit en introduction, le taux d'épargne des ménages est très élevé. Le second, le Japon ne serait pas concerné par le problème donc, de l'endettement excessif et du crédit tout azimut, comme ce fut le cas aux États-Unis après la crise des subprimes. Et enfin, pourquoi ? Puisque les banques ne proposent pas de crédit. En réalité, on a un secteur non bancaire au Japon qui est très développé depuis l'après-guerre. Donc là, vous voyez un peu la courbe, et qui a connu vraiment son expansion dans les années 90, pendant la période de la décennie perdue, donc de la longue stagnation économique. Donc on a un secteur non bancaire qui, lui, a connu une expansion assez importante, en comparaison notamment donc, de l'absence de crédit bancaire pour les ménages. Or, on a deux problèmes en fait qui expliquent, on a deux problèmes qui sont liés à ce problème de l'endettement excessif. La première, c'est une réglementation du système financier pour les ménages qui n'est pas adaptée à l'évolution de l'offre et de la demande. Donc on a une réglementation qui est
historiquement, on va dire, qui n'a pas évolué. Donc c'est une évolution qui date de la période de la fin du 19e siècle, donc qui rejoint un peu la présentation que l'on a vue tout à l'heure. On avait une société donc, de la consommation, une société du loisir qui était développée, et également une société de la dette qui, durant la période Meiji, donc entre la fin du 19e et la Seconde Guerre mondiale, était caractérisée par des usuriers. Eh bien, la réglementation qui était appliquée à cette période-là a été conservée après-guerre jusque dans les années 80-90 avec des modifications significatives mais relativement lentes et progressives. Donc ça signifie que le taux d'intérêt était très très élevé. Ensuite, le deuxième point qu'il faut rajouter, c'est qu'il y a une très faible protection juridique pour les emprunteurs. Donc le droit des contrats, le droit de la consommation, le droit des faillites n'étaient pas du tout développés pour protéger le consommateur. Donc on remarque un recours au crédit en substitution donc, de la baisse des revenus qui a été très marquée lors des premières crises, la première crise étant la crise des années 70, puis la crise des années 90 et enfin la crise de 2008-2009 qui a eu un impact important, notamment qui s'est révélé par une hausse du taux de pauvreté causée aussi par cet endettement accru. Voilà, donc on a un recours au crédit en substitution de la baisse des revenus que l'on peut voir ici à travers en fait, ces données de l'augmentation des taux de suicide déclarés pour raisons financières avec le nombre de suicides total. Donc on s'aperçoit qu'après la crise donc de 97-98 qui correspond à la crise financière en fait au Japon, le taux de suicide et le nombre de faillites ont augmenté de manière significative. Donc c'est un problème qui touche essentiellement les bas revenus, les professions indépendantes, les PME et les TPE. Et en comparaison des États-Unis, ici, on a une autre différence majeure, puisque aux États-Unis, la crise des subprimes a essentiellement touché la classe moyenne dans la continuité des différentes crises que les États-Unis ont connues. Au Japon, c'est vraiment les classes populaires, les bas revenus qui ont été le plus touchés par l'impact des différentes crises, et ça se ressent à travers le recours au crédit, un crédit qui est donc cher, à taux d'intérêt élevé. Voilà. Donc à travers l'analyse de ce problème de l'endettement, on s'aperçoit qu'il y a bien une convergence entre les résultats obtenus sur l'évolution des inégalités et l'appauvrissement d'une partie de la société japonaise, plutôt qu'un enrichissement d'une élite de dirigeants. On voit bien que c'est un appauvrissement d'une partie donc, de la population qui se situait déjà dans les classes les plus fragiles. Pour conclure, les deux problèmes publics que sont le kaloshi et l'endettement excessif des particuliers illustrent donc les limites du compromis social dans sa visée égalitariste, mais aussi dans sa visée, donc dans son objectif d'assurer le bien-être des salariés et des citoyens dans un équilibre entre travail et famille. Le problème donc se pose aujourd'hui de définir un nouveau compromis social en accord avec l'évolution de la société et les changements institutionnels tels que le marché du travail et les systèmes financiers. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous pouvons maintenant passer aux questions. Le micro va descendre dans la salle. Bonjour, Marie-Françoise Villard, journaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour avoir un taux indicatif, le pourcentage de suicides au Japon par rapport au pourcentage, par exemple, en France, pour 1000 habitants, de savoir dans quelle proportion c'est beaucoup plus fort? Alors, pour vous donner pour le Japon, pendant longtemps, on a dépassé le taux de 30 000 suicides. Donc surtout après le pic des années 98, donc la crise financière des années 98. Je ne veux pas dire de bêtises pour la France. Le taux de suicide. Combien, Oui, d'accord. Il faut diviser. Attendez, je fais la règle de 3, je vous dis ça. Le Japon se situe, par rapport au pays de l'OCDE, le deuxième pays. Donc avant, on a la Corée du Sud. On a également, il faut dire, il y a également la Hongrie. La France se situe bien. Ça ferait à peu près du après. 30 pour 1000, j'aurais tendance à dire. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Non, c'est pas possible. Je refais ma règle de 3. Non, bien sûr que non. Oui, même pas. Non, 0, ça fait du 0,03%. Voilà. Mais en tout cas, les comparaisons internationales, tu dois avoir ça. Une autre question? Est-ce que je peux dire un mot concernant le suicide?
l'idée que les Japonais se suicident est une idée qui a touché les premiers Occidentaux quand ils sont arrivés au Japon à cause de la fameuse pratique du seppuku qui était absolument, le harakiri, donc, qui était absolument exceptionnel, mais qui a néanmoins beaucoup frappé les imaginations. Et depuis, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, on raconte toujours en Occident que les Japonais se suicident beaucoup plus que les autres. Le mythe a été à nouveau remis à l'ordre au goût du jour avec les pilotes suicides, les kamikazes de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça fait partie aussi, puisqu'on parle des mythes, ça fait aussi partie des mythes convenus. Les Japonais, ils aiment se suicider. Faut relativiser, il ne faut pas se tromper dans les règles de 3 non plus, hein, monsieur l'économiste. Moi, j'aimerais savoir comment peut-on définir la politique de l'actuel Premier ministre, M. Shinzo Abe, qui, malgré qu'il ne soit pas très populaire dans son pays, a gagné à nouveau les élections il y a quelques jours. Merci. Alors, comment la définir ? Écoutez, du point de vue de la politique économique, c'est une politique assez intéressante, hein, qui est, je dirais, assez atypique dans un contexte européen, même si sa politique monétaire très agressive, finalement, a été une des sources d'inspiration pour les pratiques de la BCE ces 2 dernières années. Ce qui est particulièrement en contraste avec ce qui est fait en Europe, c'est la politique budgétaire qui fait qu'on ne lutte pas contre les déficits en période de stagnation économique, hein, ce qui fait qu'on a effectivement, comme vous le savez, un déficit public qui est très largement supérieur à, et cette fois-ci je ne me tromperai pas sur la règle de 3, représente environ 230% du PIB. C'est-à-dire qu'il faudrait produire 2 années complètes et un peu plus pour rembourser la dette. Donc de ce point de vue-là, du point de vue des outils de politique économique conjoncturelle, c'est assez intéressant, ce qui fait qu'un économiste comme Paul Krugman, qu'on ne peut pas soupçonner de sympathie nationaliste et conservatrice, a vraiment fait l'éloge, hein, des fameux Abenomics et des 3 flèches. Après, il y a donc cette 3e dimension de la politique des Abenomics qui est la politique de réforme structurelle et qui est là, je dirais, beaucoup moins originale, qui reprend un peu ce qui se fait partout dans les pays de l'OCDE, qui a un peu un côté catalogue de la redoute, parce que les grandes réformes ont été faites, donc c'est un peu des micro-réformes, j'ai rien contre lui, mais un peu des micro-réformes à la Macron, hein, Macron ministre de l'économie. Je pense que c'est vraiment une politique, pour la 3e flèche, assez inadaptée aux maux de l'économie japonaise aujourd'hui, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui était un peu sous-jacent concernant la mise en place d'un système de protection sociale, des enjeux concernant le compromis social. Donc ça, c'est pour la politique économique. Et puis après, effectivement, cette politique économique, elle est menée par quelqu'un dont l'objectif final n'est pas de diminuer le taux de suicide ou d'augmenter les salaires des salariés japonais, mais de réaliser une réforme de la Constitution pacifiste dans un sens extrêmement nationaliste. Hein. Mais effectivement, en tout cas, il faut séparer les deux, en sachant qu'il a été suffisamment intelligent pour comprendre que les besoins de la société étaient des besoins de croissance, peut-être de bien-être, autant que faire se peut, et que ça permettait au moins de faire passer des réformes pour lesquelles il n'y avait pas une majorité de citoyens qui étaient favorables, notamment cette fameuse réforme de la Constitution. Bien. Bonjour. Alors, je voudrais dire que, en tant qu'économiste, je ne suis pas très intéressé par les explications culturalistes. Néanmoins, si on regarde ce qui s'est passé au Japon, puis ce qui s'est passé en Corée du Sud, à Taïwan, Singapour, Hong Kong, puis en Asie du Sud-Est et aujourd'hui en Chine, et qu'on compare ça à ce qui se passe en Amérique latine ou en Afrique,
on se dit il y a quand même du côté de l'Asie orientale une capacité à se développer qui est exceptionnelle du point de vue de l'histoire économique. Comment expliquer cela? Alors là, on est obligé de revenir peut-être à Léon van der Merch, hein, l'histoire du monde sinisé, l'histoire de l'influence culturelle du confucianisme, mais aussi du légisme, hein, du légisme qui implique un très fort autoritarisme de l'État, une valorisation très forte de la culture et de l'éducation, etc., etc. Donc je voulais vous demander, le Japon en Asie n'est pas exceptionnel, il est un des exemples de ce que le monde sinisé est capable de produire. Merci. Je crois que Sébastien et Pierre-François pourraient tous les deux répondre à cette question. Alors, le confucianisme, pendant tout le XIXe siècle, a été considéré par les Occidentaux comme l'idéologie qui mettait la Chine par terre. Si la Chine ne s'en sortait pas, c'est parce que les lettrés confucianistes ne comprenaient rien à rien, étaient encroutés dans leur idéologie, étaient incapables d'en sortir. Et puis, lorsque le Japon s'est développé dans les années 60, il a fallu expliquer pourquoi. Et là, un historien qui s'appelle Morishima, un historien de l'économie, dont parlait tout à l'heure Sébastien Le Chevalier, a découvert que le confucianisme avait joué en Asie le même rôle que le protestantisme dans la théorie weberienne de l'éthique du protestantisme et du capitalisme. Puis Léon van der Merch, ensuite, a repris cette idée, mais en la rendant beaucoup plus percutante, à mon avis, et bien supérieure à ce qu'avait fait Morishima. Mais on en reste effectivement dans le cadre d'explications culturelles ou culturalistes. Tout à l'heure, j'ai dit que le Japon avait réussi sa révolution industrielle, enfin plutôt mise en place de l'État-nation, parce qu'il pensait en catégories chinoises. Ça ne veut pas dire que les catégories chinoises sont aussi performantes que les catégories occidentales pour penser le développement. Ça veut dire simplement que le logiciel de pensée des Japonais à cette époque-là fonctionnait sur la base de l'idéologie chinoise. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils disent on va mettre en place... enfin, nous, on traduit ça comme ça. Hein, ils veulent des élections et une constitution dans les années 1880. Mais aucun Japonais à cette époque-là dit on veut des élections et une constitution. Ils disent on veut l'harmonie. On veut un régime dans lequel l'harmonie s'applique, c'est-à-dire que les supérieurs, évidemment, gouvernent et dominent, mais en même temps, ils doivent tenir compte de l'opinion du peuple, de l'opinion publique, et tenir compte de l'opinion publique, c'est justement maintenir ce rapport d'harmonie qui est nécessaire au développement de nos sociétés. Et ils évoquent là aussi une constitution en vocabulaire. Ils ne disent pas on veut une constitution, mais ils disent on veut appliquer la voie royale. Qu'est-ce que c'est que la voie royale? C'est la voie dans laquelle le roi, c'est-à-dire l'État, applique un certain nombre de principes, de vertus qui font que le système fonctionne et fonctionne bien dans l'intérêt de tous. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas du tout dans les catégories de la science politique occidentale, ils pensent dans d'autres catégories. Mais ces catégories fonctionnent aussi bien que les catégories de la science politique occidentale. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'ils vont chercher dans la boîte à outils conceptuelle ce qui est à leur portée et ils le traduisent. Et c'est ça qui, je pense, permet de comprendre en partie ce qui s'est passé. Alors, il y a un développlement endogène de des sociétés asiatiques. Là, évidemment, j'ai pris le cas du Japon, puisqu'on me demandait de parler du Japon, puis c'est ce que je connais le mieux. Mais si vous regardez la société dans les ports chinois, voire même dans certaines régions en Corée, on retrouve des phénomènes de nature identique. Pas à ce niveau-là, pas aussi développés qu'au Japon. En tout cas, à cette époque-là. Mais on voit bien que le Japon est en quelque sorte l'avant-garde d'un phénomène qui, évidemment, remonte très très loin dans l'histoire et tire les sociétés asiatiques, ont tiré les sociétés asiatiques dans la voie du développement. Mais pour dire les choses d'une autre manière, on le voit bien aussi dans le cadre de la Chine. Le maoïsme a été évidemment un moment de dictature totalitaire épouvantable. C'est pas très difficile d'en faire la critique, surtout aujourd'hui. Mais il a quand même réussi une chose. C'est quand même à l'époque de Mao que le Parti communiste a mis en place partout des écoles. C'est-à-dire qu'ils ont fait dans les années 50, 60, 70 ce qu'à peu près ont fait les Japonais à l'époque d'Edo.
c'est-à-dire obliger la population à apprendre à lire et à écrire. Et le résultat est apparu dans les années 80, très nettement. Aujourd'hui, les Chinois sont évidemment aussi bien éduqués que la plupart des grandes nations du monde. Alors ça, ce n'est pas non plus lié nécessairement directement à l'idéologie confucianiste, mais c'est lié quand même à cette idée que... parce que confucianiste... excusez-moi, c'est une question complexe que vous posez, donc ce n'est pas simple d'y répondre en 3 minutes non plus. Hein. Mais je veux dire, le confucianisme, ça n'existe pas. Le mot Confucius plus isme, ça c'est un mot occidental. Les Japonais ou les Chinois disent c'est la pensée des maîtres. C'est les enseignements des maîtres, le confucianisme. Jokyo, c'est l'enseignement des maîtres. Donc c'est l'idée que les maîtres, eux, savent et qu'on ne peut savoir à son tour que quand on a pratiqué l'enseignement oral ou à travers la lecture, peu importe, de ce qu'ont dit les anciens, les classiques, qui, eux, possèdent la sagesse. Donc cette idée qu'il faut investir dans l'éducation, par exemple, est quelque chose qui remonte à très loin dans la société chinoise et dans la société japonaise. Et ça, c'est certainement quelque chose d'effectivement très différent des sociétés africaines ou des sociétés indiennes, qui ont d'autres modes, évidemment, d'éducation, qui passent plus peut-être par la parole dans le cas des sociétés africaines, que je ne connais pas très bien. Mais là, je pense qu'il y a une différence, effectivement. Ceci étant, quand j'ai dit tout ça, je n'ai pas répondu à votre question et je m'en excuse. J'irais peut-être un mot, mais vraiment un mot. Je dirais que je suis complètement d'accord avec vous. Il ne faut pas ne regarder que le Japon, il ne faut pas regarder que la Chine. Il est très important de mettre en perspective ces trajectoires de développement dans un contexte d'Asie orientale. Et c'est extrêmement, du point de vue de l'économie du développement, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement frappant par rapport aux trajectoires africaines ou encore plus étonnant par rapport aux trajectoires d'Amérique latine, d'un pays donné classiquement comme le grand perdant du XXe siècle, l'Argentine. Et pour autant, je pense, pour des exigences logiques, mais aussi à travers la lecture des travaux d'historiens, je ne pense pas avoir besoin d'une hypothèse confucianiste pour expliquer cette trajectoire d'ensemble qui nous importe de regarder, hein, l'ensemble de l'Asie orientale. Et je dirais que sans être forcément pro-japonais par rapport à une autre histoire qui serait chinoise, il faut reconnaître quand même le caractère absolument unique, exceptionnel de la trajectoire japonaise telle qu'elle nous a été présentée par Pierre Soury. Et tout ne commence pas en 1905, et tu as fait l'histoire avant, mais c'est quand même un moment qui relève de l'histoire mondiale, hein, ce moment où pour la première fois un pays asiatique défait une grande puissance militaire qui était avant tout perçue comme une puissance occidentale, voire européenne, même si la géographie parfois nous joue des tours. Donc tout commence avec le Japon. Hein. Et par la suite, moi, en tout cas, l'effort que j'essaie de faire, c'est de vous expliquer les autres trajectoires. Et je ne prétends pas tout expliquer, mais la trajectoire des pays suiveurs, comme que vous avez mentionné, donc d'Asie du Nord-Est puis d'Asie du Sud-Est, par des phénomènes d'émulation et d'imitation. Et il y a eu vraiment une lecture très attentive de ce qui avait été réalisé au Japon dans des contextes politiques, institutionnels, géographiques, économiques différents. Hein, L'Indonésie a peu de points communs avec le Japon, et pourtant, les élites de ces pays, quelques années plus tard, ont essayé de s'inspirer, avec les avantages comparatifs de leur pays, de ce qui avait été réalisé par le Japon. Merci beaucoup. Je crois que nous devons malheureusement nous arrêter là, puisqu'il y a une autre session après. Vous avez eu un échantillon des nouvelles recherches autour du Japon, de déconstruction de mythes. Vous pouvez vous reporter évidemment à la littérature existante. En tout cas, nous remercions très sincèrement les différents intervenants pour leurs exposés si intéressants. Merci beaucoup.